Elle dit calmement « Mon corps n'a jamais été touché par personne ». Mais le millionnaire regarde son pied et voit un vieux ruban. Il tombe sur une chaise pâle, reconnaissant le ruban de bébé. C'était le même qu'il avait mis à sa fille emmenée à la naissance. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil se levait timidement entre les montagnes de Saint-Florent, ville historique du littoral méditerranéen, illuminant les murs de pierre des maisons coloniales et se reflétant dans les eaux calmes qui entouraient le village. Dans cette petite communauté, où le temps semblait s'écouler plus lentement et où les traditions étaient à préserver avec zèle, Élise Dupont s'éveillait pour une nouvelle journée. À 26 ans, elle était déjà connue dans toute la région non seulement pour sa beauté singulière, avec ses cheveux noirs et bouclés qui descendaient comme des cascades jusqu'à sa taille et ses yeux verts qui contrastaient avec sa peau mate, mais surtout pour l'aura de mystère qui l'entourait. Tandis qu'elle préparait son petit déjeuner dans la petite cuisine de la maison dont elle avait hérité de sa grand-mère, Madame Jeanne, Élise regardait par la fenêtre la mer qui s'étendait au loin. L'odeur du café frais se mêlait aux arômes des peintures et des solvants qui imprégnaient l'atmosphère. Dans le coin du salon, des toiles inachevées et d'autres déjà terminées révélaient le talent indéniable de cette jeune femme qui transformait les émotions en couleurs et en formes. « Bonjour ma chérie », dit grand-mère Simone, la seule personne avec qui Élise partageait sa maison et ses secrets. La dame de 75 ans, avec ses cheveux blancs toujours attachés en chignon et un sourire qui portait toute la sagesse de son existence, s'approcha à pas lents, s'appuyant sur sa canne artisanale. « Bonjour, grand-mère », répondit Élise, servant une tasse de café à la vieille dame. « J'ai encore rêvé d'elle. » Grand-mère Simone acquiesça, comprenant immédiatement qu'Élise faisait référence à sa défunte grand-mère. « Madame Jeanne veillera toujours sur toi, ma fille, surtout maintenant que ton travail va enfin être reconnu. » Élise sourit timidement. Le lendemain, pour la première fois, ses œuvres seraient exposées dans la galerie la plus prestigieuse de Saint-Florent, un rêve cultivé depuis l'adolescence, quand elle avait découvert dans la peinture une façon d'exprimer tout ce que son cœur gardait. Ces tableaux représentaient la beauté sauvage de la forêt méditerranéenne, les cascades cachées entre les montagnes, les bateaux colorés qui naviguaient sur la mer de la région, mais ils portaient aussi une mélancolie inexplicable, un sentiment profond de solitude que peu comprenaient. « Penses-tu qu'ils comprendront, grand-mère » demanda Élise pensive. « Parfois, j'ai l'impression que les gens ne voient que la surface, la technique, les couleurs, mais pas ce que je veux vraiment dire. »« Ceux qui ont de la sensibilité verront », répondit la vieille dame, prenant sa tasse et se dirigeant vers la véranda. « Mais rappelle-toi, ma fille, tout le monde n'est pas prêt à regarder au-delà des apparences. » Élise savait bien ce que grand-mère Simone voulait dire. À Saint-Florent, bien que les traditions fussent valorisées, l'arrivée du tourisme avait beaucoup transformé l'essence locale. La ville, qui était autrefois un refuge de pêcheurs et d'artisans, accueillait maintenant des visiteurs de toutes les parties du monde, attirés par la beauté coloniale et les fêtes culturelles. De nombreux habitants d'origine avaient vendu leurs propriétés à des entrepreneurs qui avaient transformé des maisons simples en auberges luxueuses, restaurants sophistiqués et boutiques d'artisanat pour touristes. La communauté se divisait entre ceux qui préservaient les anciennes valeurs et ceux qui embrassaient les changements au nom du progrès. Élise se maintenait entre ces deux mondes. Elle était une artiste contemporaine, mais cultivait des valeurs qui avaient été transmises depuis des générations dans sa famille. Après le café, Élise marcha pieds nus jusqu'à son atelier, une petite pièce annexée à la maison, avec des murs de verre qui permettaient à la lumière naturelle d'envahir l'espace. Elle s'assit devant une toile blanche et ferma les yeux, respirant profondément. Avant de commencer à peindre, elle attacha à sa cheville gauche un ruban de satin bleu turquoise, un rituel qu'elle répétait tous les jours depuis ses 16 ans. Ce ruban n'était pas seulement un ornement, c'était un symbole, un rappel constant de la promesse faite à sa grand-mère Jeanne sur son lit de mort.
Ne permets jamais au monde de corrompre ton essence, mon Élise. Préserve ta pureté, non seulement du corps, mais surtout de l'âme. La jeune femme avait pris cette promesse au pied de la lettre. À une époque où les relations superficielles devenaient de plus en plus courantes, Élise avait décidé que son corps et son âme seraient des temples intacts jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui la comprenne vraiment. Ce n'était pas seulement une question physique, bien qu'à 26 ans, en effet, elle ne se soit jamais donnée à personne, mais une attitude face à la vie, un refus de céder aux pressions extérieures et aux attentes des autres. « Tu es une rareté de nos jours, Élise », disait toujours Claire, sa meilleure amie et propriétaire de la petite librairie du centre historique. « Les gens ne comprennent pas ton choix parce qu'ils sont habitués à l'immédiateté, à la satisfaction instantanée. Ils ne savent plus ce que c'est que d'attendre, construire, valoriser. » Claire était l'une des rares personnes qui respectait véritablement la décision d'Élise, sans jugement ni plaisanterie. D'autres la voyaient comme une figure excentrique, presque mythique. Certains hommes du village la considéraient comme un défi à conquérir. Les femmes plus traditionnelles l'admiraient secrètement. Les jeunes la trouvaient démodée. Mais personne ne restait indifférent à sa présence. Tandis qu'elle glissait le pinceau sur la toile, Élise se perdait dans ses pensées. Elle peignait une scène du dernier festival littéraire de Saint-Florent, événement qui attirait des écrivains et des artistes de tout le pays. Dans la peinture, elle captait non pas la grandeur de l'événement, mais les petits détails. Le regard distant d'un enfant assis au bord du quai, une dame âgée écoutant attentivement la lecture d'un poème, un chien errant dormant à l'ombre, d'un arbre centenaire. « C'est ça, Saint-Florent », murmura-t-elle pour elle-même. Pas seulement les façades colorées et les rues pavées qui apparaissent sur les cartes postales, mais les histoires que personne ne raconte, les vies qui passent, inaperçues. Le son de coups à la porte interrompit sa concentration. C'était Claire qui entrait sans cérémonie, portant un sac en papier avec le déjeuner. « J'ai imaginé que tu serais tellement absorbée que tu oublierais de manger, » dit son ami, posant le sac sur une table latérale. « Et j'avais raison. Il est presque 1h de l'après-midi, Élise. » « J'ai perdu la notion du temps, » confessa Élise, mettant le pinceau de côté et étirant les bras pour détendre ses muscles. « Merci de t'inquiéter. » Claire s'approcha de la toile et observa le travail en cours. « C'est pour l'exposition de demain ?»« Non, » répondit Élise. « Celui-ci est personnel. Pour l'exposition, j'ai déjà séparé les 15 toiles que Camille a sélectionnées. Camille Beaumont était la propriétaire de la galerie la plus prestigieuse de Saint-Florent et avait découvert le travail d'Élise lors d'une promenade dans la ville. Impressionnée par une fresque que l'artiste avait peinte sur le mur extérieur de l'école municipale, Camille avait cherché à la connaître et, après avoir visité son atelier, n'avait eu aucun doute. Élise Dupont méritait une exposition individuelle. « Tu es nerveuse ?» demanda Claire tout en ouvrant les emballages avec le déjeuner, une bouillabaisse aux crevettes avec du riz, spécialité du restaurant de sa mère. « Un peu, » admit Élise. Pas pour l'exposition en soi, mais parce que Camille a dit qu'elle avait invité des personnes importantes de Paris. Des critiques, des propriétaires d'autres galeries, des collectionneurs. Et c'est merveilleux. Ton travail mérite d'être reconnu au-delà des frontières de Saint-Florent. Je sais, mais... Élise hésita, regardant le ruban à sa cheville. J'ai peur que, pour être acceptée dans ce monde, je doive me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Claire serra les mains de son amie avec fermeté. Ne permets jamais cela, Élise. Ta valeur réside précisément dans ton authenticité. Si tu dois changer pour être acceptée, alors cette acceptation ne vaut pas la peine. Élise sourit, reconnaissante d'avoir quelqu'un qui la comprenait si bien. Tandis qu'elle mangeait, les deux amies discutaient des préparatifs finaux pour l'exposition qui s'appellerait « Essence de Saint-Florent », un titre qui reflétait parfaitement la proposition d'Élise de révéler l'âme de la ville au-delà de ses paysages touristiques. Ce que ni l'une ni l'autre ne pouvaient imaginer, c'est que parmi les invités spéciaux de Camille, il y avait un nom qui changerait à jamais le cours de la vie d'Élise. Mathieu Lefebvre, entrepreneur parisien du secteur hôtelier, connu tant pour sa fortune impressionnante que pour son regard affûté sur l'art contemporain français. L'hélicoptère survolait la région de la Côte Verte, offrant une vue spectaculaire des montagnes couvertes par la dense forêt méditerranéenne qui rencontrait le bleu intense de l'océan. Mathieu Lefebvre observait le paysage avec un mélange d'admiration et de soulagement.
À 35 ans, l'entrepreneur avait construit un empire hôtelier qui s'étendait dans toute la France. Mais le succès avait son prix, un agenda impossible, des réunions interminables et une vie sociale vide de sens. « Nous arrivons, monsieur », informa le pilote par l'interphone. Atterrissage à Saint-Florent dans approximativement 5 minutes. Mathieu ajusta sa montre-bracelet. Un modèle exclusif qui coûtait plus que ce que beaucoup de ses employés gagnaient en une année entière. Il portait un costume bleu marine impeccablement coupé, mais il ressentait déjà l'inconfort causé par la chaleur humide du littoral. Il était venu à Saint-Florent à contre-cœur, cédant à l'insistance de son assistante, Valérie. « Tu as besoin d'une pause, Mathieu », avait-elle dit, avec la franchise que seule une personne avec 10 ans de cohabitation professionnelle pouvait avoir. « Annule les réunions de cette semaine, va à Saint-Florent. Camille Beaumont organise une exposition que tu vas adorer, et profites-en pour visiter le terrain du nouvel investissement. » Le nouvel investissement était une station balnéaire, de luxe que le groupe Lefebvre prévoyait de construire dans les environs de Saint-Florent, un projet ambitieux qui promettait d'être le plus exclusif de la région. Mathieu avait acheté le terrain il y a plus d'1 an, mais n'avait pas encore eu le temps de le visiter personnellement. Quand l'hélicoptère atterrit, une voiture l'attendait déjà. Jean, le chauffeur, un homme d'âge moyen, né et élevé, à Saint-Florent, le reçut avec un sourire discret. « Bienvenue à Saint-Florent, monsieur Lefebvre. Le voyage s'est bien passé ?»« Oui, merci », répondit Mathieu, remettant sa valise au chauffeur. « Allons directement à l'auberge, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une douche et de me changer avant l'exposition. » Tandis que la voiture parcourait les routes qui menaient au centre historique, Mathieu essayait de répondre aux emails qui s'accumulaient sur son téléphone. Cependant, à mesure qu'ils avançaient dans les rues pavées de la ville historique, il se surprit à ranger l'appareil dans sa poche, captivé par l'atmosphère unique du lieu. Saint-Florent semblait exister dans une autre dimension temporelle. Les façades colorées des maisons anciennes, les églises baroques et les rues étroites racontaient des histoires d'une France que beaucoup méconnaissaient. La voiture s'arrêta devant une construction blanche, avec des détails en bleu cobalt, une demeure du XVIIIe siècle transformée en une auberge exclusive. « Nous sommes arrivés, monsieur », annonça Jean. « L'auberge du port, la meilleure de la ville. » Mathieu fut reçu par le propriétaire, un Français aux cheveux grisonnants, qui tenait à souhaiter personnellement la bienvenue à chaque hôte VIP. Sa chambre se trouvait au 2e étage, avec un balcon privé qui offrait une vue sur la mer et sur le centre historique. « L'exposition commence à 7 heures, à la galerie Beaumont », informa le propriétaire. « C'est à seulement 5 minutes d'ici, à pied. Souhaitez-vous que je vous procure un guide pour vous accompagner ?»« Ce ne sera pas nécessaire, merci », répondit Mathieu. « J'aime explorer seul. » Après une douche prolongée, Mathieu échangea le costume formel pour une chemise en lin blanc et un pantalon sombre. Il décida de laisser la montre coûteuse dans le coffre de la chambre et mit seulement un bracelet en cuir, cadeau de sa sœur. Il se regarda dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, vit au-delà de l'image soigneusement construite de l'entrepreneur à succès. Il vit le fils du professeur d'histoire et de la bibliothécaire de Lyon, le garçon qui rêvait d'être archéologue et avait fini par suivre le chemin des affaires par hasard. « Qui es-tu vraiment, Mathieu Lefebvre » murmura-t-il à son reflet. 6h30, Mathieu sortit dans la rue. La nuit commençait à tomber sur Saint-Florent et les lumières jaunâtres des lanternes historiques créaient une atmosphère presque magique. Il marcha lentement, observant les détails architecturaux, les gens qui passaient, les petits commerces. À un coin, il s'arrêta devant une librairie appelée « Page au vent », attiré par une peinture dans la vitrine. Un petit tableau qui représentait un bateau abandonné sur la plage, avec le soleil couchant en arrière-plan. Une femme d'environ 30 ans s'approcha de lui. « Beau, n'est-ce pas? C'est une œuvre d'Élise, l'artiste qui aura l'exposition aujourd'hui à la galerie Beaumont. »« C'est très expressif, » commenta Mathieu, authentiquement impressionné. « La façon dont elle a capturé la lumière. Si vous avez aimé celui-ci, vous adorerez l'exposition complète, » dit la femme, tendant la main. « Je suis Claire, amie. D'Élise est propriétaire de cette librairie. »« Mathieu, » répondit-il, serrant la main offerte, omettant délibérément son nom de famille. « Vous allez à l'ouverture ?»« Oui, je ferme juste la boutique. Nous pouvons y aller ensemble, si vous... »
Voulez ?» Mathieu accepta l'invitation, satisfait de l'idée d'arriver à l'événement accompagné par quelqu'un qui connaissait l'artiste. Durant le court trajet, Claire parla avec animation de son amie. « Élise est une personne extraordinaire. Ses tableaux ne sont qu'une partie de ce qu'elle... car sa vision du monde, sa sensibilité, sont rares de nos jours. Vous vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble ici à Saint-Florent. J'ai toujours su qu'elle serait une grande artiste, même quand les autres ne comprenaient pas son talent. » Ils arrivèrent à la galerie, un espace ample installé dans un ancien entrepôt de la période coloniale. Camille Beaumont, une femme élégante dans la cinquantaine, recevait les invités à l'entrée. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Mathieu. « Mathieu Lefebvre, quel plaisir de vous avoir parmi nous ce soir !» s'exclama-t-elle, l'embrassant sur la joue. « Je vois que vous avez déjà rencontré Claire. » Claire écarquilla les yeux, surprise de découvrir qui était réellement son compagnon de marche. Le fameux Mathieu Lefebvre, le collectionneur. « Entre autres choses, » répondit-il avec un sourire discret, déjà regrettant que son identité soit révélée. Il préférait observer l'exposition anonymement, sans le poids des attentes que son nom portait. La galerie était pleine, mais pas bondée. Camille avait été sélective avec les invitations. Des critiques d'art de Paris et de Lyon, quelques collectionneurs importants, des artistes locaux et des figures influentes de la communauté de Saint-Florent circulaient dans l'espace, verre de vin à la main, commentant les œuvres exposées. Mathieu se sépara de Claire et commença à marcher, dans la galerie, absorbant chaque tableau avec une attention authentique. Les œuvres d'Élise Dupont l'impressionnaient de plus en plus. Il y avait quelque chose de profondément honnête dans ses coups de pinceau, un mélange rare de techniques raffinées et d'émotions brutes. Ces tableaux représentaient Saint-Florent, mais pas de la façon idéalisée des cartes postales. C'étaient des scènes du quotidien, des pêcheurs raccommodant des filets, des enfants jouant sur la place, des personnes âgées conversant sur les bancs, mais il y avait une profondeur émotionnelle qui transcendait le simplement pictural. En particulier, un tableau le captiva complètement. Une jeune femme de dos, observant la mer depuis une fenêtre ancienne. La figure ne montrait pas le visage, mais sa posture communiquait une solitude si palpable que Mathieu sentit un nœud dans sa gorge. Cette image parlait directement à quelque chose en lui qu'il se permettait rarement de laisser remonter à la surface. « C'est aussi mon préféré », dit une voix féminine à ses côtés. Mathieu se retourna et se retrouva face à une femme qu'il reconnut immédiatement comme l'artiste, bien qu'il ne l'eût jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement par la ressemblance avec les figures féminines représentées dans certains des tableaux, mais par l'aura qu'elle émettait, la même authenticité qui imprégnait ses œuvres. Élise Dupont portait une robe simple en coton blanc qui mettait en valeur sa peau mate. Ses cheveux noirs et bouclés étaient partiellement attachés, et de petites fleurs blanches ornaient les boucles détachées. Elle ne portait pas de maquillage à part un rouge à lèvres discret, et son unique accessoire était un ruban bleu, turquoise attaché à la cheville gauche, visible parce qu'elle était pieds nus, un détail qui sembla à Mathieu à la fois inhabituel et parfaitement approprié. « Comment avez-vous su que c'était mon préféré ?» demanda-t-il, se remettant de sa surprise. « Par la façon dont vous l'observez, » répondit Élise. « C'est différent. La plupart des gens regardent, commentent quelque chose de technique et continuent. Vous semblez converser avec lui. » Mathieu sourit, impressionné par l'observation perspicace. « C'est exactement ce que je suis en train de faire. Votre travail me parle. Alors j'ai réussi ce que je prétendais, dit-elle avec un sourire discret qui illumina ses yeux verts. Créer un pont entre les âmes. « Vous êtes Élise Dupont, » affirma Mathieu, tendant la main. « Je suis Mathieu Lefebvre. Je sais qui. »« Vous êtes, » répondit-elle, serrant brièvement sa main. « Camille m'a montré des reportages sur vous, l'entrepreneur qui révolutionne le marché hôtelier français et qui, pendant ses heures de loisirs, collectionne l'art contemporain. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle disait cela, pas avec éblouissement ou intérêt calculé, comme tant d'autres personnes qui connaissaient sa réputation, mais avec une curiosité authentique et légèrement ironique, qui intrigua profondément Mathieu. « J'avoue que la description me fait paraître plus intéressant que je ne le suis réellement, » commenta-t-il, avec une honnêteté qui le surprit. « En réalité, je suis juste quelqu'un qui a perdu la connexion. »
avec ce qui importe vraiment, et qui utilise l'art pour essayer de la retrouver. Ce fut au tour d'Élise de paraître surprise. Elle l'étudia pendant quelques instants, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. « C'est une définition inhabituelle pour quelqu'un de votre cercle social, observa-t-elle. Peut-être que je ne m'intègre pas aussi bien dans ce cercle que je le semble, répondit Mathieu. Un serveur passa en offrant des verres de vin et Mathieu en prit 2, en tendant un à Élise. À l'art qui nous connecte à notre véritable essence, porta-t-il un toast. Au courage d'être authentique dans un monde qui valorise les apparences, répondit-elle, touchant son verre au sien. À ce moment, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, une reconnaissance mutuelle, comme si 2 âmes solitaires dans des océans distincts s'étaient aperçues l'une l'autre à l'horizon distant. La conversation coula naturellement tandis qu'ils marchèrent dans la galerie. Élise expliquait le contexte de certaines œuvres, et Mathieu partageait ses impressions sans essayer de l'impressionner avec des connaissances techniques qu'il ne possédait pas. C'était un échange honnête, rare dans le monde où il vivait, où chaque interaction semblait calculée pour obtenir un avantage. Et celui-là, demanda Mathieu, pointant vers un tableau plus petit, presque caché dans un coin, qui représentait une fillette tenant un ruban bleu identique à celui qu'Élise portait à la cheville. Élise hésita un moment, et une ombre passa dans ses yeux. Celui-là est personnel. Camille a insisté pour l'inclure, mais ce n'était pas dans mes plans de l'exposer. Puis-je demander pourquoi? Parce qu'il raconte une histoire que peu de personnes comprennent, répondit Élise, touchant distraitement le ruban à sa cheville. Une histoire sur une promesse et sur le fait de rester fidèle à soi-même dans un monde qui nous pousse constamment à changer. Mathieu sentit le poids de ses paroles. Avant qu'il puisse répondre, Camille s'approcha, accompagnée par un critique d'art influent de Paris. « Élise, ma chérie, Édouard veut te connaître. Il vient de me dire que ton travail est le plus rafraîchissant qu'il a vu depuis des années. » Élise lança un regard d'excuse à Mathieu. « Nous devons continuer cette conversation, dit-elle. Il y a plus dans cette histoire que je ne peux raconter maintenant. »« Je serai par ici, répondit-il, l'observant s'éloigner avec Camille. Mathieu reporta son attention sur le petit tableau de la fillette avec le ruban. Il y avait quelque chose dans cette image et dans les paroles d'Élise qui le touchaient profondément, éveillant des questions qu'il avait depuis longtemps enterrées sous des couches de succès professionnel et d'engagements sociaux vides. Qui était vraiment Élise Dupont? Et pourquoi sentait-il que la connaître pourrait changer quelque chose de fondamental dans sa propre vie? L'exposition avait été un succès retentissant. Tous les journaux locaux avaient mis en avant l'événement dans leurs pages culturelles, et même certains médias parisiens avaient publié des notes élogieuses sur la nouvelle révélation de l'art contemporain français. Camille ne se contenait plus de joie, non seulement pour le prestige que la découverte d'un nouveau talent apportait à sa galerie, mais aussi parce que 6 des 15 œuvres exposées avaient été vendues la nuit de l'ouverture, un record pour une artiste débutante à Saint-Florent. Une semaine après l'exposition, Élise se trouvait dans son atelier travaillant sur une nouvelle toile quand Claire entra précipitamment, tenant un journal. « Tu as déjà vu ça ?» demanda son amie tendant le périodique. Élise prit le journal et lut le titre de la section économique. Mathieu Lefebvre acquiert la collection complète d'une artiste saint-florentine. L'article détaillait comment l'entrepreneur avait acheté non seulement les 6 tableaux déjà négociés la nuit de l'exposition, mais aussi les 9 restants, pour une valeur qui, selon des sources proches de l'affaire, dépassait de beaucoup le prix du marché. « C'est inattendu », murmura Élise, ressentant un mélange confus d'émotions. D'un côté, la validation financière et la reconnaissance de son travail, de l'autre, un malaise inexplicable d'avoir toutes ses œuvres entre les mains d'une seule personne. Inattendu. « C'est extraordinaire », s'exclama Claire. Mathieu Lefebvre est l'un des plus grands collectionneurs d'art du pays. On dit que sa collection privée vaut plus que beaucoup de musées. Cela va propulser ta carrière, Élise. Peut-être, répondit-elle, pensive, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de plus derrière cela. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était Camille, encore plus exultante que Claire. « Élise, ma chérie, j'ai des nouvelles merveilleuses. En plus d'acheter toute l'exposition, Monsieur Lefebvre est intéressé à connaître ton atelier. Il veut voir ton processus créatif, mieux comprendre ton travail. »
C'est un privilège rare. Il ne fait presque jamais ce genre de demande. « Quand » demanda Élise, sentant son cœur s'accélérer inexplicablement. « Cet après-midi, si possible. Il a un agenda serré. Il ne restera à Saint-Florent que 2 jours de plus. » Élise hésita. Son atelier était son sanctuaire, un espace intime que très peu de personnes avaient visité. Mais quelque chose dans le souvenir des yeux de Mathieu pendant l'exposition, la façon dont ils avaient réellement vu ses œuvres, pas seulement regardé, la fit accepter. D'accord, il peut venir à 3 heures. Après avoir raccroché, elle affronta le regard spéculatif de Claire. « Quoi » demanda-t-elle, feignant de se concentrer sur sa peinture. « Rien », répondit son ami avec un sourire suggestif. « Je pense juste que son intérêt n'est peut-être pas seulement pour ton art. Ne sois pas ridicule, » répliqua Élise, bien qu'une légère rougeur colora ses joues. « Mathieu Lefebvre est un homme qui peut avoir qui il veut. Il ne s'intéresserait pas à quelqu'un comme moi. Et pourquoi pas? Tu es talentueuse, belle, authentique. Des qualités rares dans le monde où il vit. C'est justement pour cela, » expliqua Élise, lâchant le pinceau et regardant son ami en face. « Nos mondes sont complètement différents. Il vit dans un univers de luxe et d'apparence, quelque chose contre lequel je me suis toujours positionné. » Claire s'approcha et mit les mains sur les épaules de son ami. Parfois, Élise, les gens ne sont pas exactement ce qu'ils semblent être. Peut-être y a-t-il plus en lui qu'un entrepreneur millionnaire. Élise réfléchit aux paroles de son ami, tout en arrangeant l'atelier pour la visite. Elle se rappela la brève conversation qu'elle avait eue avec Mathieu pendant l'exposition, la façon dont il avait confessé utiliser l'art pour se reconnecter avec quelque chose qu'il avait perdu. Il y avait de la sincérité dans ses paroles, elle l'avait senti. À 3 heures précises, un coup discret résonna à la porte. Élise respira profondément avant d'ouvrir, se surprenant de trouver Mathieu seul, sans assistant ni garde du corps, vêtu d'un jean et d'une simple chemise en lin bleu. « Bonjour », dit-il avec un sourire discret. « J'espère ne pas être importun. »« Pas du tout », répondit Élise, s'écartant pour qu'il entre. « Bienvenue dans mon espace. » Mathieu marcha lentement dans l'atelier, observant chaque détail avec un intérêt authentique. Son regard s'attarda sur les pinceaux organisés par taille, les peintures disposées par couleur, les esquisses accrochées au mur, les photographies qui servaient d'inspiration. « C'est exactement comme je l'avais imaginé », commenta-t-il, se tournant vers elle. « Organisé mais avec de l'espace pour le chaos créatif. » Élise sourit, se détendant un peu. « J'aime avoir de l'ordre dans les matériaux pour pouvoir me permettre le désordre dans le processus. » « Une philosophie intéressante », observa Mathieu, s'approchant de la toile sur laquelle elle travaillait. « C'est votre prochaine œuvre ?»« Oui, bien que je ne sache pas encore exactement ce qu'elle va devenir. » « Vous ne planifiez pas avant de commencer ?»« Parfois oui, parfois non. Celle-ci en particulier émerge de façon organique. Je commence avec une sensation, une couleur, et je laisse la toile me guider. » Mathieu observa le travail en cours, une composition abstraite en tons de bleu et vert, avec de petits détails, en doré qui semblaient danser sur la surface. « On dirait de l'eau en mouvement », commenta-t-il. Comme si on regardait le fond d'une rivière avec le soleil se reflétant à la surface. Élise le regarda avec surprise. « C'est exactement ce que j'essaie de capturer. Comment l'avez-vous su ?»« Je ne sais pas l'expliquer, » répondit Mathieu, avec une légère gêne. « J'ai juste senti. » Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'Élise offrait à Mathieu un café préparé par grand-mère Simone. Ils s'assirent sur la petite véranda annexée à l'atelier, d'où l'on pouvait voir la mer au loin. « Alors, » commença Élise, après quelques minutes, « vous avez acheté toutes mes œuvres. » Ce n'était pas une question, mais il y avait une interrogation implicite que Mathieu capta immédiatement. « En effet, » confirma-t-il, « et avant que vous ne demandiez, ce n'était pas un investissement financier, bien que je sois certain que leur valeur ne fera qu'augmenter avec le temps. » Qu'était-ce alors? Mathieu prit une gorgée de café pensif, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Quand j'ai regardé vos peintures, Élise, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une connexion authentique. Chaque œuvre semblait raconter une histoire qui, d'une certaine façon, était aussi la mienne. Je ne pouvais pas permettre qu'elle soit séparée ou acquise par des personnes qui ne comprendraient peut-être pas leur véritable valeur.
Élise sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui contrastait avec l'image publique de l'entrepreneur implacable. Que comptez-vous en faire? Pour l'instant, les laisser ici dans la galerie de Camille pour que plus de personnes puissent les apprécier. Éventuellement, peut-être créer un espace dédié exclusivement à votre œuvre. Cela semble excessif pour quelqu'un qui vient de découvrir mon travail. Mathieu sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. J'ai des instincts aiguisés pour reconnaître la valeur, tant dans les affaires que dans l'art. Et vous ne vous êtes jamais trompé? Dans les affaires, rarement. Dans la vie personnelle. Il fit une pause, regardant l'horizon. Disons que mon parcours n'est pas aussi impressionnant. Il y avait quelque chose dans cette confession qui toucha Élise profondément. Pour la première fois, elle vit au-delà de la façade de l'entrepreneur à succès. Elle entrevit l'homme derrière le nom avec ses propres insécurités et défis. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, commenta-t-elle, brisant le silence, que reconnaître la valeur chez les autres est facile. Le difficile est de la reconnaître en nous-mêmes. Mathieu revint à la regarder, avec une intensité qui la fit détourner le regard. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage. Elle l'était, confirma Élise. Madame Jeanne m'a élevée seule après que mes parents ont eu un accident quand j'avais 5 ans. Tout ce que je suis, je le lui dois. C'est à elle que vous avez fait la promesse? Demanda soudainement Mathieu, pointant vers le ruban à sa cheville. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Comment savez-vous à propos de la promesse? Le tableau de la fillette avec le ruban à l'exposition. Vous avez mentionné une promesse quand nous en avons parlé. Élise hésita, débattant intérieurement si elle devait partager quelque chose d'aussi personnel avec un presque inconnu. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Mathieu la regardait, sans jugement, seulement avec un intérêt authentique, qui la fit continuer. Oui, c'était pour ma grand-mère. Sur son lit de mort, elle m'a demandé de ne jamais permettre au monde de corrompre mon essence, de préserver ma pureté, non seulement du corps, mais surtout de l'âme. Élise fit une pause, s'attendant à voir sur le visage de Mathieu la gêne ou la confusion qui accompagnait généralement cette révélation. Au lieu de cela, elle ne vit que compréhension. « Et vous avez interprété cela littéralement », observa-t-il, sans jugement dans la voix. « Pas seulement littéralement », expliqua Élise. « Le ruban représente plus que la préservation physique. C'est un rappel constant de rester fidèle à moi-même, de ne pas céder aux pressions externes, de ne pas me laisser séduire par les apparences ou par le succès superficiel. Et ça n'a jamais été difficile de maintenir cette promesse? Tous les jours, c'est difficile, admit Élise avec un sourire mélancolique. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que nous ne sommes pas suffisants, tels que nous. Sommes que nous devons être plus, avoir plus, paraître plus. Rester authentique exige une vigilance constante. Mathieu acquiesça lentement, comme si ses paroles touchaient quelque chose de profond en lui. C'est pour cela que votre art m'a tant affecté, dit-il finalement. Il est réel. Il n'y a pas d'artifice, pas de tentative d'impressionner ou de suivre des tendances. C'est simplement vous, exprimant votre vision du monde de la façon la plus honnête possible. Alors que votre monde, observa Élise, semble être construit exactement sur l'opposé. Apparence, statut, le besoin constant d'impressionner. Au lieu de s'offenser, Mathieu rit doucement. Touché, vous m'avez eu. Il se leva et marcha jusqu'à la balustrade de la véranda, observant la mer au loin. Vous savez, Élise, ce n'a pas toujours été ainsi. Quand j'ai commencé, il y a 15 ans, j'avais une vision, un but. Je voulais créer des espaces qui respectent la culture, locale, qui s'intègrent à l'environnement au lieu de le dominer. Mes premiers hôtels étaient petits, accueillants, construits avec des matériaux de la région employant des personnes de la communauté. Qu'est-ce qui a changé? Le succès, répondit-il simplement. Plus je grandissais, plus je m'éloignais de cette vision originale. Les investisseurs voulaient un retour rapide. Les partenaires faisaient pression pour l'expansion. Et moi, je me suis perdu dans le processus. Chaque nouvel hôtel est devenu plus grand, plus luxueux, plus déconnecté du lieu où il était inséré. Il y avait une tristesse authentique dans sa voix qui surprit Élise. Ce n'était pas le Mathieu Lefebvre que les journaux décrivaient, l'entrepreneur implacable, le visionnaire du marché hôtelier, le playboy qui collectionnait des voitures, de luxe et des romances passagères.
Et maintenant, vous voulez construire une station balnéaire ici à Saint-Florent, conclut-elle, se rappelant les nouvelles qui circulèrent dans la ville. Mathieu se retourna pour la regarder, en face, surpris. Comment le savez-vous? Saint-Florent est petit, les nouvelles courent vite, surtout quand elles impliquent la vente d'un des plus beaux terrains de la région à un conglomérat parisien. Et qu'en pensez-vous? Demanda-t-il, authentiquement intéressé par son opinion. Élise se leva aussi, se positionnant à côté de lui sur la balustrade. Sincèrement, je pense que ce serait dommage. Cette zone abrite des espèces rares de la forêt méditerranéenne. Elle a des sources qui alimentent des communautés traditionnelles, sans parler de la beauté naturelle qui serait détruite pour faire place à un autre terrain de jeu pour riches. Elle s'attendait à voir de l'irritation sur son visage, mais Mathieu acquiesça seulement pensivement. « Et si, commença-t-il hésitant, et si le projet était différent? Si, au lieu d'une station balnéaire traditionnelle, c'était quelque chose qui respecte l'environnement, qui préserve la forêt native, qui bénéficie à la communauté locale. » Élise l'étudia avec un intérêt renouvelé. « Ce serait surprenant, considérant votre réputation actuelle. »« Peut-être. Est-il temps de redécouvrir mes racines ?» dit Mathieu avec une lueur dans les yeux qui n'était pas là avant. « Peut-être est-il temps de me rappeler ce qui importe vraiment. » Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans la mer distante. Mathieu consulta sa montre, réticent. « Je dois partir. J'ai une visioconférence dans une demi-heure. »« Le monde des affaires ne s'arrête jamais, » commenta Élise. « Malheureusement, non, mais... » Il hésita à nouveau. « Quelque chose de rare chez un homme généralement si sûr de lui, j'aimerais vous inviter à dîner demain, pour continuer cette conversation. » Élise sentit un tourbillon d'émotions, intérêt, hésitation, curiosité, crainte. Cet homme représentait tout ce contre quoi elle s'était toujours positionnée, et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui résonnait avec elle d'une façon inexplicable. « J'ai une meilleure proposition, » dit-elle finalement. « Demain, c'est la pleine lune. Quelques amis et moi allons faire une petite rencontre à la plage du Sommeil. Rien de formel, juste de la musique, de la nourriture simple et de bonnes conversations. Pourquoi ne venez-vous pas avec nous? Ce serait une chance de connaître un côté de Saint-Florent qui n'apparaît pas dans les guides touristiques. » Mathieu sembla momentanément mal à l'aise, comme si l'idée d'un événement social sans la structure formelle à laquelle il était habitué le rendait incertain. Mais bientôt son visage s'illumina d'un sourire sincère. « J'accepte l'invitation. Cela semble bien plus intéressant qu'un dîner dans un restaurant chic. »« Parfait, » répondit Élise, retournant le sourire. « Je vous retrouve demain à 7. Heure au quai central. Habillez-vous simplement et n'oubliez pas un pull. Les nuits sur la plage peuvent être fraîches. » Tandis qu'elle l'observait partir, Élise ne put s'empêcher de se demander si elle commettait une erreur en laissant cet homme entrer dans son monde soigneusement construit. Mathieu Lefebvre représentait tout ce qu'elle avait rejeté. Richesse, statut, une vie construite sur les apparences. Et pourtant, elle avait entrevu quelque chose de plus en lui, quelque chose d'authentique luttant pour émerger sous des couches de conditionnement social et d'attentes externes. « Prenant le thé avec l'ennemi ?» demanda grand-mère Simone, apparaissant à la porte avec un sourire énigmatique. « Il n'est pas un ennemi, grand-mère, » répondit Élise. « Juste quelqu'un qui s'est peut-être perdu en chemin. »« Ou peut-être, » observa la vieille dame, avec la sagesse de ses années, « quelqu'un qui commence tout juste à se trouver. » La plage du Sommeil, un paradis caché accessible uniquement par sentier ou bateau, resplendissait sous la pleine lune de cette nuit-là. Le sable blanc reflétait la lumière argentée, créant un décor presque magique. Un petit groupe se réunissait déjà autour d'un feu improvisé, certains jouèrent de la guitare, d'autres préparèrent de la nourriture sur un barbecue portable, et beaucoup conversaient simplement, riant et partageant des histoires. Mathieu attendait au quai, comme convenu, vêtu d'un jean, d'un simple t-shirt blanc et d'une veste légère attachée à la taille. Il avait dispensé le chauffeur et son téléphone était éteint. Une rareté pour lui. Il se sentait étrangement vulnérable sans les accessoires qu'il identifiait normalement comme Mathieu Lefebvre, l'entrepreneur puissant, mais aussi étrangement libre. « Vous êtes vraiment venu ?» dit Élise, s'approchant avec un sourire sincère. Elle portait une robe légère en coton imprimé de petites fleurs, les cheveux détachés au vent et, comme toujours, le ruban bleu turquoise à la cheville.
Elle portait un sac en paille tressé d'où sortaient ce qui semblait être des couvertures colorées. « J'ai dit que je viendrais, » répondit-il, retournant le sourire. « Bien que je doive confesser que je suis un peu en dehors de ma zone de confort. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, » observa-t-elle, le guidant vers un petit bateau de pêche où un homme d'âge moyen les attendait. « Voici Monsieur Jacques, le meilleur navigateur de Saint-Florent. Et Élise est la meilleure artiste, » rétorqua l'homme avec un large sourire, révélant l'absence de quelques dents. « Elle a fait un portrait de ma petite fille qui semble plus réel qu'une photographie. » Durant le court voyage jusqu'à la plage, Mathieu observa comment Élise interagissait avec Monsieur Jacques, demandant des nouvelles de la famille, commentant la pêche, écoutant attentivement ses histoires sur la mer. Il y avait une connexion humaine authentique là, quelque chose de rare dans le monde où il vivait, où les relations étaient souvent basées sur l'intérêt et la convenance. En arrivant à la plage, ils furent accueillis chaleureusement par le groupe. Mathieu fut présenté simplement comme un ami de Paris, sans mention de son nom de famille ou de sa position sociale. À sa surprise, personne ne sembla le reconnaître, une expérience nouvelle et étrangement libératrice. « Les amis, voici Mathieu, » dit Élise. « Mathieu, voici Claire, que vous connaissez déjà, son mari Thomas, Madame Nicole, qui fait les meilleures galettes de Saint-Florent, Jules et Paul, qui sont musiciens locaux, Emma, qui est professeure à l'école municipale, et ma chère grand-mère Simone. » La vieille dame qu'il avait entrevue brièvement la veille s'approcha, l'étudiant avec des yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà de la surface. « Alors c'est vous, l'homme, qui a acheté toutes les œuvres de ma petite, » dit-elle sans préambule. « C'est bien moi, madame, » confirma Mathieu, se sentant inexplicablement nerveux sous ce regard évaluateur. « Et pourquoi » demanda la vieille dame, directe. « Grand-mère » s'exclama Élise, gênée. « Ce n'est pas une façon de traiter un invité. »« Tout va bien, » intervint Mathieu, souriant à Élise avant de se tourner vers grand-mère Simone. « C'est une question valable. Je les ai achetés parce que chaque tableau me racontait une histoire que j'avais besoin d'entendre, et parce que j'ai pensé qu'elles devaient rester ensemble, comme des chapitres d'un même livre. » La réponse sembla satisfaire la vieille dame, qui acquiesça lentement. « Moi comme, bonne réponse, jeune homme de Paris. Maintenant, venez goûter cette galette, et dites-moi si dans vos hôtels de luxe on sert quelque chose d'aussi délicieux. » La soirée se déroula de façon surprenamment agréable. Mathieu, habitué à des événements sociaux soigneusement orchestrés et des conversations superficielles, se trouva authentiquement impliqué dans les histoires des habitants locaux, dans les musiques traditionnelles que Jules et Paul jouaient et dans la simplicité honnête de l'ambiance. Élise l'observait avec un intérêt croissant, notant comment il s'efforçait de se connecter, de comprendre une réalité si distante de la sienne. À un moment donné, leurs regards se croisèrent par-dessus le feu, et quelque chose d'intangible passa entre eux, une reconnaissance peut-être, que tous deux étaient témoins de quelque chose d'important en train de se produire. « Marchons un peu » invita-t-elle, se levant et tendant la main. Mathieu accepta l'invitation sans hésitation, la suivant le long du rivage, s'éloignant un peu du groupe. La pleine lune créait un chemin argenté sur la mer, et le son des vagues fournissait une bande sonore parfaite pour le moment. « Alors » commença Élise après quelques minutes de silence confortable. « Que pensez-vous de mon Saint-Florent maintenant ?»« Je pense que je commence à comprendre pourquoi vos peintures sont si puissantes, » répondit-il sincère. « Vous capturez non seulement la beauté physique de ce lieu, mais son âme. »« C'est exactement ce que j'essaie de faire, » acquiesça-t-elle, clairement touchée qu'il ait compris. La plupart des gens ne voient que la carte postale, la ville historique préservée pour les touristes. Peu voient les vraies histoires, les personnes qui donnent vie à ce lieu, comme Monsieur Jacques avec ses histoires de mer. Oui, et Madame Nicole qui a appris à faire des galettes avec sa grand-mère qui était fille de paysan. Et Jules, qui compose des musiques sur la lutte des pêcheurs locaux contre la pêche industrielle. Ce sont les véritables richesses de Saint-Florent. Mathieu réfléchit à ces paroles, ressentant un malaise croissant en pensant à la station balnéaire de luxe qu'il projetait de construire, une entreprise qui, il le réalisait maintenant, pourrait menacer exactement ce qui rendait Saint-Florent spécial. « Élise, » commença-t-il, hésitant, « à propos du projet de la station balnéaire, vous n'avez pas besoin d'en parler maintenant, » interrompit-elle gentiment. « Nous sommes ici pour oublier le travail et les obligations, vous vous rappelez ?» Mathieu acquiesça,
reconnaissant pour le répit. Ils continuèrent à marcher jusqu'à arriver à une petite crique isolée où le sable cédait la place à quelques rochers plats, parfaits pour s'asseoir et contempler la mer. « C'est mon endroit préféré », confia Élise, s'asseyant sur l'un des rochers et en indiquant un autre pour Mathieu. « Je viens ici depuis l'enfance, quand j'ai besoin de réfléchir ou simplement de me reconnecter avec moi-même. C'est magnifique », acquiesça Mathieu, observant la façon dont la lune illuminait le profil délicat d'Élise. « Merci de le partager. » Avec moi. Un silence confortable s'établit entre eux, brisé seulement par le son rythmique des vagues. Ce fut Élise qui finalement parla, sa voix presque un murmure. « Parfois je me demande si je suis folle, » confessa-t-elle. « Si cette promesse, cette décision de rester intacte, n'est pas juste une peur déguisée de la vulnérabilité. » Mathieu se tourna vers elle, surpris par la confidence soudaine. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Je ne sais pas, » répondit Élise avec un petit sourire. « Peut-être parce que vous êtes un étranger qui retournera bientôt dans son monde et il y a une liberté à confesser des doutes à quelqu'un qui ne fait pas partie de ma vie quotidienne. »« Et si je ne voulais pas être juste un étranger de passage ?» demanda Mathieu, les mots s'échappant avant qu'il puisse les retenir. Élise l'étudia attentivement, la lumière de la lune reflétée dans ses yeux verts. « Ce serait compliqué. Nos mondes sont très différents, Mathieu. Peut-être pas aussi différents qu'il le semble, argumenta-t-il doucement. Peut-être que nous cherchons tous les deux quelque chose d'authentique dans un monde d'apparence. » Avant qu'Élise puisse répondre, des sons de musique animés leur parvinrent, suivis par des rires et des appels. « Il semble que la fête s'anime, » observa-t-elle, se levant. « Retournons. Jules doit jouer de l'accordéon et personne ne peut rester immobile quand il commence. » De retour au groupe, ils trouvèrent une ambiance encore plus festive. Jules avait échangé la guitare pour un accordéon et plusieurs couples dansaient sur le sable. Claire entraîna immédiatement Élise au centre, tandis que Thomas offrait une bière à Mathieu. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?» commenta Thomas, observant Élise danser avec son ami. « Très », acquiesça Mathieu, sans quitter des yeux Élise. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Élise est comme Saint-Florent, » continua Thomas philosophiquement. « Belle à l'extérieur, mais c'est la beauté intérieure qui captive vraiment, sauf qu'elle ne laisse pas n'importe qui voir cette partie. »« Et pourquoi me dites-vous cela ?» Thomas sourit, prenant une gorgée de sa bière. « Parce qu'elle vous a amené ici, et Élise n'amène pas n'importe qui dans notre cercle. » Avant que Mathieu puisse complètement assimiler cette information, Claire s'approcha, l'entraînant dans le cercle de danse. « Votre tour, Parisien. Voyons si vous savez danser l'accordéon. » Mathieu rit, se laissant entraîner. « Je dois vous prévenir que j'ai 2 pieds gauches. »« Ne vous inquiétez pas, » intervint Élise, s'approchant avec un sourire lumineux. « Je vais vous apprendre. » Elle lui prit les mains, en plaçant une à sa taille et tenant l'autre à hauteur des épaules. « C'est simple. 2 pas là, 2 pas ici, en suivant le rythme. Laissez votre corps sentir la musique. » Mathieu, normalement si sûr de lui dans les salles de réunion et les événements formels, se sentait maladroit et vulnérable. Mais le sourire encourageant d'Élise et la simplicité de la situation le détendirent bientôt. En quelques minutes, il se déplaçait avec plus de confiance, faisant tournoyer Élise sur le sable de la plage, riant comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. La musique s'accéléra et les couples commencèrent à tourner plus rapidement. Mathieu, déjà plus confiant, risqua de conduire Élise dans un mouvement plus élaboré. C'est alors que cela se produisit. Au milieu d'un tour, le ruban bleu turquoise qu'Élise portait à la cheville se détacha, s'enroulant autour de la jambe de Mathieu. Le temps sembla se figer. Élise regarda vers le bas, vers le ruban qui les connectait maintenant physiquement, puis vers le visage de Mathieu. Ce qu'elle vit la surprit profondément. Mathieu tremblait. Pas de froid ou de fatigue, mais d'une émotion profonde et incontrôlable qui semblait venir de quelque part enfouie en lui. Ses yeux, généralement confiants et assertifs, révélaient une vulnérabilité brute qu'Élise n'aurait jamais imaginé voir chez cet homme. « Mathieu » appela-t-elle doucement, préoccupée. « Tout va bien. » Il semblait incapable de répondre, hypnotisé par la vision du ruban bleu qui serpentait de sa cheville à la jambe de Mathieu. Jules continuait à jouer et les autres couples continuaient, à danser ignorant le petit drame qui se déroulait.
Avec délicatesse, Élise conduisit Mathieu loin de la piste de danse improvisée, retournant au rocher où ils avaient conversé précédemment. Ils s'assirent côte à côte, tandis qu'elle déroulait soigneusement le ruban de sa jambe. « Excusez-moi » murmura-t-il finalement, la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. »« Moi, si » répondit Élise doucement, étudiant son visage à la lumière de la lune. « Le ruban signifie quelque chose pour vous, n'est-ce pas? Quelque chose au-delà de ce qu'il représente pour moi. » Mathieu ferma les yeux un moment, respirant profondément, essayant de réorganiser ses pensées. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination nouvelle dans son regard, comme s'il avait pris une décision importante. « Quand j'avais 12 ans, commença-t-il, la voix basse mais ferme, ma mère est tombée gravement malade. Elle était bibliothécaire, une femme extraordinaire qui aimait les livres et l'art. Mon père, professeur d'histoire, faisait tout ce qu'il pouvait, mais le traitement était coûteux et nos ressources limitées. Il fit une pause, regardant l'horizon sombre où la mer rencontrait le ciel étoilé. Durant les derniers mois, elle tricotait constamment des couvertures, des écharpes, des gants. Elle disait qu'elle voulait laisser un peu de chaleur pour quand l'hiver viendrait et qu'elle ne serait plus avec nous. Une des dernières choses qu'elle a faites a été une écharpe bleu turquoise pour moi, de la même couleur que ce ruban. » Élise écoutait en silence, comprenant maintenant la profondeur de sa réaction. « Je la portais tous les jours, même en été, » continua Mathieu, avec un sourire triste. « C'était ma connexion avec elle, jusqu'à ce que, en première année d'université, je rencontre un groupe de jeunes riches, de ceux qui définissent qui est in et qui est out. J'étais boursier, fils de professeur. J'avais besoin de m'intégrer pour faire les bonnes connexions. Et ils se sont moqués de l'écharpe, devina Élise. Mathieu acquiesça. Ils ne se sont pas seulement moqués. Ils ont dit que c'était un truc de pauvre, de perdant. L'un d'eux a même pris l'écharpe et l'a jetée dans la boue, tandis que les autres riaient. Et moi, sa voix faiblit, j'ai ri avec eux. J'ai laissé l'écharpe dans la boue et ne l'ai jamais plus portée. C'était la première fois que je trahissais qui j'étais vraiment en échange d'acceptation sociale. Une larme solitaire coula sur le visage de Mathieu, reflétant la lumière de la lune. Sans réfléchir, Élise tendit la main et l'essuya délicatement. « Et cette trahison initiale a ouvert la voie à d'autres, » continua-t-il. « Chaque fois, il devenait plus facile de mettre de côté mes principes, mes convictions, au nom du succès, du statut, de l'acceptation. Jusqu'à ce qu'un jour je me réveille comme PDG d'une entreprise multimillionnaire, respecté et craint, mais complètement vide à l'intérieur. Et le ruban vous a rappelé tout cela, conclut Élise. Pas seulement rappelé, corrigea Mathieu, la regardant maintenant directement. Confronté. Vous voir porter ce ruban tous les jours comme un symbole de votre promesse de rester fidèle à vous-même m'a fait réaliser à quel point je me suis éloigné du garçon qui avait promis de ne jamais oublier les enseignements de sa mère. Le silence qui suivit était chargé de signification. Élise tenait le ruban entre ses doigts, contemplative. « Vous savez, commença-t-elle finalement, quand j'ai fait cette promesse à ma grand-mère, je l'ai interprétée de la façon la plus littérale possible. J'ai pensé que me garder physiquement intacte était la seule façon d'honorer ses paroles. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre qu'elle parlait de quelque chose de plus profond, de ne pas permettre au monde de corrompre notre essence, peu importe les pressions externes. » Elle rattacha le ruban à sa cheville, avec des bassettes. Mouvement délibéré. Peut-être que la véritable pureté ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber ou de ne jamais échouer, continua-t-elle, mais dans le courage de se relever, de reconnaître ses erreurs, de revenir sur le chemin que nous savons être vrai. Mathieu contempla ces paroles, les sentant résonner profondément en lui. Il tendit la main, touchant légèrement le ruban fraîchement attaché. « C'est ce que vous faites avec votre art, n'est-ce pas? Rappelez aux gens ce qui est authentique, ce qui est vrai. »« J'essaie, » répondit-elle avec un petit sourire. « Je ne réussis pas toujours, mais j'essaie. »« Et que dirait votre grand-mère à mon sujet ?» demanda-t-il, mi-plaisantant, mi-sérieux. Élise inclina la tête, considérant la question. « Elle dirait que vous vous êtes perdu, mais qu'il est encore temps de vous retrouver. Que la route de retour vers qui nous sommes vraiment n'est jamais complètement fermée, peu importe combien de temps nous sommes restés loin. » Leurs regards se croisèrent et, à ce moment,
quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas seulement de l'attraction physique ou une fascination mutuelle, mais une reconnaissance profonde de deux âmes qui, malgré des circonstances complètement différentes, partageaient une quête commune d'authenticité dans un monde qui tirait constamment dans la direction opposée. Mathieu se pencha lentement, comme s'il allait l'embrasser, mais s'arrêta à quelques centimètres, respectant la signification de la promesse d'Élise. « Pas encore », chuchota-t-elle, plaçant doucement sa main sur sa poitrine. « Pas jusqu'à ce que nous soyons certains que c'est réel. Pas jusqu'à ce que vous redécouvriez qui vous êtes vraiment, Mathieu Lefebvre. » Il acquiesça, comprenant. « Et si je suis disposé à essayer, à redécouvrir le chemin de retour vers moi-même, alors peut-être pouvons-nous parcourir un bout de ce voyage ensemble, » répondit Élise, avec un sourire qui illuminait ses yeux. Au loin, la musique avait diminué et la marée commençait à monter, signalant qu'il était temps de retourner. Tandis qu'ils marchaient côte à côte vers le groupe, sans se toucher mais connectés par quelque chose de plus profond que le contact physique, Mathieu sentit une certitude grandir en lui. Cette nuit, cette rencontre, ce ruban bleu turquoise avait changé quelque chose de fondamental dans sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de pleine lune à la plage du Sommeil, et Saint-Florent bouillonnait de rumeurs sur le mystérieux entrepreneur de Paris et l'artiste local. Mathieu avait prolongé son séjour, annulant des engagements et déléguant des responsabilités à ses directeurs, quelque chose d'impensable pour lui jusqu'alors. Il s'était installé dans une maison louée près du centre historique, une demeure coloniale restaurée avec vue sur la mer, où il avait monté un bureau improvisé. Ce qui avait commencé comme un projet de station balnéaire de luxe se transformait graduellement en quelque chose de complètement différent. Mathieu passait des heures avec des urbanistes, des environnementalistes et des leaders communautaires, repensant sa vision pour le terrain qu'il avait acquis. Les matinées étaient dédiées aux visioconférences et aux tableurs. Les après-midi, fréquemment, à des visites à l'atelier d'Élise ou à des promenades dans la ville, redécouvrant le plaisir d'observer le monde sans la hâte des engagements. En ce jeudi ensoleillé, Mathieu examinait les nouveaux dessins que l'équipe d'architectes avait envoyés, un concept radicalement différent de la station balnéaire initialement planifiée. Au lieu d'un complexe hôtelier traditionnel, les esquisses montraient de petites unités indépendantes, intégrées à la végétation native, utilisant des matériaux durables et des techniques locales de construction. « Êtes-vous sûr de ce changement de direction ?» demanda Henri, son directeur financier, à travers la visioconférence. « Les investisseurs sont préoccupés. Le retour financier sera significativement moindre avec ce nouveau concept. »« J'en suis pleinement certain, » répondit Mathieu avec une tranquillité qui le surprit lui-même. « Expliquez aux investisseurs que nous créons un nouveau modèle d'affaires, un qui respecte l'environnement et la communauté locale, qui offre une expérience authentique au lieu d'un luxe standardisé. »« Avec tout le respect, Mathieu, cela ne vous ressemble pas, » insista Henri visiblement mal à l'aise. « Depuis quand nous préoccupons-nous d'expériences authentiques au-dessus du retour financier? Et il y a plus, des rumeurs circulent. À Paris à propos de vous et d'une artiste locale. Les gens commencent à parler. » Mathieu sentit une pointe d'irritation mais garda son calme. « Ma vie personnelle n'est pas en discussion, Henri. Quant au projet, c'est simple. Soit nous continuons avec cette nouvelle vision, soit nous vendons le terrain. Je ne reviendrai pas au concept original. » Après avoir terminé l'appel, Mathieu respira profondément, sentant le poids des attentes et des jugements qui avaient toujours guidé ses décisions. Son téléphone vibra avec un message d'Élise. « Déjeuner au Vieux-Port aujourd'hui? J'ai des nouvelles. » Un sourire spontané apparut sur son visage. Ces petites interactions, messages simples, rencontres sans prétention, étaient devenues la partie la plus attendue de ses journées. Il répondit en confirmant et rangea son téléphone, reportant son attention sur les dessins du projet. Le Vieux-Port était un restaurant sans prétention au bord de la mer, connu pour sa cuisine locale authentique. Quand Mathieu arriva, Élise l'attendait déjà à une table sur la terrasse, observant les bateaux de pêche qui retournaient au port. Elle portait une jupe longue colorée et un simple chemisier blanc, les cheveux attachés en un chignon décontracté et l'inséparable ruban bleu turquoise à la cheville. « Excusez-moi pour le retard, » dit-il, s'asseyant en face d'elle. « La
visioconférence s'est prolongée plus que je ne l'espérais. « Des problèmes avec le projet ?» demanda-t-elle, percevant la tension sur son visage. « Résistance au changement, rien d'inattendu », répondit Mathieu, se détendant visiblement en sa présence. « Mais ne parlons pas de travail maintenant. Vous avez mentionné des nouvelles. » Les yeux d'Élise brillèrent d'excitation. « J'ai reçu un email du Musée d'art contemporain de Paris. Ils ont vu mon exposition ici à Saint-Florent et veulent inclure 3 de mes œuvres dans une exposition collective sur les nouveaux talents français. » « Élise, c'est extraordinaire !» s'exclama Mathieu, authentiquement heureux pour elle. « C'est une opportunité incroyable. Le MAC a une visibilité internationale. Je suis aussi nerveuse qu'enthousiaste, confessa-t-elle. C'est un monde complètement nouveau pour moi. En fait, elle hésita brièvement. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner quand j'irai à Paris la semaine prochaine. Vous connaissez cet environnement. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de familier à mes côtés. L'expression de Mathieu s'illumina. Ce sera un honneur. Nous pourrons en profiter pour dîner au Rivage. C'est un restaurant avec vue sur la Seine. Je suis sûr que vous allez adorer. Élise sourit, mais il y avait une ombre de préoccupation dans ses yeux qui n'échappa pas à Mathieu. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, touchant légèrement sa main sur la table. Ces derniers jours, de petits gestes d'affection comme celui-ci étaient devenus naturels entre eux, même avec le soin d'Élise à maintenir sa promesse. C'est juste que... Elle fit une pause, choisissant ses mots. « J'ai peur de me perdre dans ce monde. Le monde de l'art peut être aussi focalisé sur les apparences que celui des affaires. Et vous... » « Moi » encouragea Mathieu quand elle ne compléta pas sa pensée. « Vous semblez trouver un nouveau chemin, redécouvrir vos valeurs. Mais quand nous retournerons à Paris, dans votre environnement, vos obligations, j'ai peur qu'il soit difficile de maintenir cette clarté. » L'observation atteignit Mathieu comme une flèche précise. C'était exactement ce qu'il craignait lui-même, que la transformation qu'il commençait à expérimenter à Saint-Florent puisse se dissiper en retournant à sa vie normale. « C'est un risque, » admit-il, avec honnêteté. « Mais peut-être que c'est exactement le test dont nous avons besoin. Voir si ce que nous construisons ici est assez fort pour survivre dans le monde réel. » Élise acquiesça, semblant un peu plus tranquille. Le déjeuner se déroula avec animation, Mathieu partageant des histoires sur le MAC et les artistes qu'il connaissait, et Élise racontant le nouveau projet sur lequel elle travaillait, une série de peintures inspirées des communautés traditionnelles de la région. À la fin du repas, Mathieu consulta sa montre. « Je dois passer au bureau de la mairie pour discuter de quelques questions sur l'autorisation environnementale. Vous avez des plans pour le reste de la journée? Je vais travailler à l'atelier jusqu'à la fin de l'après-midi. Ensuite, je vais à la réunion de l'association des artisans. Nous organisons un festival pour le mois prochain. Puis-je passer à l'atelier plus tard? J'aimerais vous montrer les nouveaux dessins du projet. » Le visage d'Élise s'illumina. « Bien sûr, je serai là jusqu'à 7 heures. » Ils se séparèrent avec la promesse de se retrouver plus tard. Mathieu se dirigea vers la mairie d'un pas léger, réfléchissant à comment sa vie avait changé en si peu de temps. Les priorités qui semblaient auparavant fondamentales, profit record, expansion agressive, reconnaissance sur le marché, semblaient maintenant vides comparées à la sensation de but qu'il expérimentait en repensant complètement son projet à Saint-Florent. La réunion à la mairie se prolongea plus que prévu. Le maire Auguste Martin, initialement sceptique quant au changement du projet, se montrait maintenant enthousiaste face à la nouvelle proposition qui privilégiait la durabilité et l'implication de la communauté locale. « Je confesse que j'ai erré dans mon jugement initial, monsieur Lefebvre, » admit le maire, un homme d'âge moyen avec des décennies d'expérience politique. « Quand j'ai su de l'achat du terrain par votre groupe, j'ai imaginé une autre station balnéaire qui exploiterait notre ville sans offrir de bénéfices réels aux habitants. C'était exactement ce que je planifiais initialement, confessa Mathieu avec la nouvelle sincérité qu'il cultivait, mais Saint-Florent a une façon de transformer les gens. Ou peut-être certaines personnes de Saint-Florent, observa le maire avec un sourire suggestif. Les rumeurs sur vous et Élise Dupont circulent déjà dans toute la ville. Mathieu sentit son visage s'échauffer légèrement. Nous sommes amis. Elle a été une influence positive. Élise est un trésor de Saint-Florent, affirma le maire sérieusement.
Elle a grandi ici, connaît nos traditions, défend notre culture, et elle a décidé de rester, même en ayant le talent pour conquérir des espaces beaucoup plus grands. Cela en dit long sur elle. » Quand Mathieu quitta finalement la mairie, le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel de Saint-Florent de tons orangés. Il marcha rapidement jusqu'à sa voiture, anxieux d'arriver à l'atelier d'Élise et de partager les bonnes nouvelles sur le projet. En s'approchant de la maison de Pierre, il remarqua une voiture luxueuse garée devant, une Porsche cabriolet noire qui contrastait complètement avec le paysage local. Intrigué, Mathieu se gara quelques mètres plus loin et s'approcha à pied. La porte de l'atelier était entr'ouverte et des voix exaltées pouvaient être entendues de l'intérieur. Il reconnut immédiatement la voix d'Élise, avec un ton qu'il n'avait jamais entendu auparavant, un mélange d'indignation et de fermeté. « J'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé, Marcel. Peu importe combien d'argent vous offrez. Soyez raisonnable, Élise, » répondit une voix masculine chargée d'arrogance. « Je vous offre une opportunité unique, des expositions dans les meilleures galeries du pays, couverture médiatique, entrée garantie dans le circuit international, tout ce qu'une artiste pourrait désirer. En échange de ma liberté créative, non, merci. » Mathieu hésita à la porte, débattant s'il devait interrompre ou non. La curiosité, cependant, parla plus fort et il resta où il était, écoutant la conversation. « Liberté créative ?» L'homme rit avec dédain. « Ma chère, l'art est une affaire, et les affaires ont des règles. Mes clients ne sont pas intéressés par des scènes de pêcheurs raccommodant des filets ou de vieilles dames sur la place. Ils veulent de l'art qui s'harmonise avec leurs appartements de luxe et qui impressionne leurs amis riches. » « Alors cherchez un autre artiste, » répondit Élise fermement. « Mon art n'est pas à vendre de cette façon. »« Tout le monde a un prix, » insista l'homme, même la pure Élise Dupont, avec son fameux petit ruban à la cheville. « D'ailleurs, jusqu'à quand allez-vous maintenir cette façade de demoiselle intacte? C'est un bon marketing, j'admets, mais dans la vie réelle, vous avez dépassé les limites, Marcel, » interrompit Élise, sa voix maintenant glaciale. « S'il vous plaît, sortez de mon atelier. » Mathieu décida qu'il était temps d'intervenir. Il poussa la porte et entra, trouvant Élise debout près de la fenêtre, les bras croisés en posture défensive, et un homme grand, d'environ 40 ans, impeccablement vêtu d'un costume italien, de dos à l'entrée. « Un problème ici ?» demanda Mathieu, avec la voix calme mais ferme qu'il utilisait dans les négociations tendues. L'homme se retourna, surpris par l'interruption, et ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissance. « Mathieu Lefebvre, que faites-vous ici ?» Mathieu le reconnut aussi immédiatement. Marcel Vidal, marchand d'art connu dans le circuit parisien, fameux pour transformer des artistes en marques lucratives, souvent au prix de leur intégrité artistique. « Je pourrais vous demander la même chose, Marcel, » répondit Mathieu, avançant pour se tenir aux côtés d'Élise. « Il semble que vous importuniez une amie à moi. » Marcel regarda de l'un à l'autre, une expression de compréhension apparaissant sur son visage, suivie par un sourire malicieux. « Maintenant je comprends. » Le grand Mathieu Lefebvre, reclus à Saint-Florent depuis des semaines, ignorant des appels importants, tout cela à cause d'une artiste provinciale. « Attention à vos paroles, » avertit Mathieu, sentant la colère monter. « Vous formez un couple intéressant, » continua Marcel, ignorant l'avertissement. « Le requin des affaires et l'artiste naïve qui refuse d'être corrompu. Presque poétique, vous ne trouvez pas? Mais soyons réalistes, combien de temps avant que vous ne vous lassiez de cette idylle au bord de la mer et ne retourniez dans le monde réel, Mathieu? Et combien de temps avant que vous ne réalisiez, Élise, que votre précieuse authenticité ne paie pas les factures? Je pense que nous avons assez entendu, intervint Élise, surprenamment calme. Marcel, je vous remercie pour votre intérêt. Dans mon travail, mais notre vision de l'art est incompatible. S'il vous plaît, respectez ma décision et partez. Marcel ajusta sa veste d'un geste étudié, récupérant sa composition. Comme vous voulez, mais mon offre reste valable, pour l'instant. Quand vous serez fatigué de peindre pour des touristes à Saint-Florent, ou quand votre nouveau patron ici se lassera de jouer aux mécènes, ma carte est sur la table. Sur ces mots, il sortit, laissant un silence pesant dans l'atelier. Mathieu se tourna vers Élise, préoccupé. « Vous allez bien? J'ai entendu une partie de la conversation. »« Oui, » répondit-elle, bien que sa voix trahît de la tension. Marcel est apparu sans prévenir,
disant qu'il avait vu mes œuvres à la galerie et qu'il avait de grands plans pour moi. Quand j'ai compris que ces plans impliquaient de transformer mon art en un produit commercial adapté au goût de ses clients riches, j'ai refusé. Il n'est pas habitué à entendre « non ». Mathieu sentit une vague d'admiration pour elle. Beaucoup d'artistes auraient accepté son offre. Marcel Vidal a des connexions puissantes dans le monde de l'art. « Je sais », soupira Élise, s'asseyant sur un tabouret près du chevalet. « Et pendant un instant, j'admets, j'ai été tenté. L'idée d'avoir des expositions garanties dans les meilleures galeries, de ne pas avoir à me préoccuper d'argent, mais quelque chose vous a empêché, observa Mathieu. Oui, la même chose qui me fait porter ce ruban tous les jours, répondit-elle, touchant le symbole à sa cheville. La promesse de rester fidèle à moi-même, peu importe la tentation. Mathieu s'assit à côté d'elle, ressentant un mélange d'admiration et d'inquiétude. Les paroles de Marcel Vidal avaient touché un point sensible. Combien de temps durerait réellement cette nouvelle version de lui-même qu'il découvrait à Saint-Florent? Serait-elle assez forte pour résister quand il retournerait à son monde de réunions de conseils, d'investisseurs impatients et d'attentes sociales? « À quoi pensez-vous » demanda Élise, percevant son expression distante. « À quelque chose que Marcel a dit, » admit Mathieu, « à propos de moi me lassant de cette idylle au bord de la mer et retournant au monde réel. Et vous pensez, qu'il a raison ?» La question était directe, les yeux verts d'Élise fixés sur les siens, cherchant l'honnêteté. « Je ne sais pas », confessa Mathieu, optant pour la vérité. « Ce que je ressens ici, avec vous, ce que je redécouvre sur moi-même, est plus réel que tout ce que j'ai expérimenté ces dernières années. Mais j'ai aussi des responsabilités, une entreprise avec des milliers d'employés, des engagements que je ne peux pas simplement abandonner. » Élise acquiesça lentement, compréhensive. « Je ne vous demande pas d'abandonner votre vie, Mathieu, seulement de trouver une façon de l'intégrer avec la personne que vous êtes vraiment, avec les valeurs qui comptent pour vous. Et si je n'y arrive pas? Et si, comme Marcel l'a suggéré, je ne fais que jouer au mécène ?» Un éclair de douleur traversa les yeux d'Élise, mais elle maintint sa contenance. « Alors nous aurons vécu quelque chose de beau pendant un temps, quelque chose de vrai, et cela vaut déjà beaucoup dans ce monde. » Mathieu tendit la main, touchant doucement son visage. « Je ne veux pas que ce soit seulement quelque chose de beau pendant un temps, Élise. Je veux découvrir si nous pouvons construire quelque chose de durable, malgré toutes les différences entre nos mondes. »« Je le veux aussi, » chuchota Élise, couvrant sa main avec la sienne. « Mais je crains que pour cela, nous devions tous les deux avoir le courage d'affronter des défis qui vont au-delà de l'évident. » À ce moment, comme pour souligner ses paroles, le téléphone portable de Mathieu sonna avec insistance. Il le sortit de sa poche, prêt à le mettre en silencieux, mais le nom sur l'écran le fit hésiter. Henri, son directeur financier. « Je dois répondre » s'excusa-t-il. « Ça doit être important. » Il s'éloigna de quelques pas et répondit. La voix d'Henri semblait tendue. « Mathieu, nous avons un problème. Pierre Moreau menace de retirer son investissement si nous ne revenons pas au projet original de la station. » Balnéaire. Il allègue que les changements sont trop radicaux et que vous prenez des décisions émotionnelles, non pas commerciales. Pierre Moreau était l'un des principaux investisseurs du groupe Lefebvre, responsable de presque 20% du capital de l'entreprise. Son départ serait un coup significatif. « Je comprends », répondit Mathieu, gardant la voix neutre, conscient qu'Élise l'observait. « Organisez une visioconférence avec lui pour demain matin. Je vais expliquer personnellement les motifs des changements. » Il ne veut pas d'explication, Mathieu. Il veut que vous retourniez à Paris immédiatement. Et il y a plus, le Conseil questionne votre absence prolongée et ces changements drastiques de direction. Il parle de convoquer une réunion extraordinaire pour discuter de votre leadership. Mathieu sentit une pression dans la poitrine. La réalité de sa vie à Paris envahissait brutalement le petit paradis qu'il avait trouvé à Saint-Florent. Il regarda Élise, qui restait assise près du chevalet, le ruban bleu turquoise à sa cheville, un rappel constant de ce que signifiait rester fidèle à soi-même. « Dites à Pierre que je serai à Paris lundi, » répondit-il finalement. « Et programmez la visioconférence pour demain, comme je l'ai suggéré. Je vais le convaincre que le nouveau projet est non seulement viable, mais potentiellement plus rentable à long terme. » Après avoir raccroché, il revint auprès d'Élise, qui avait déjà perçu par son expression que quelque chose de sérieux s'était produit.
Des problèmes ? Demanda-t-elle. Oui, confirma Mathieu. Je dois retourner à Paris lundi. Un investisseur important remet en question les changements du projet et le conseil est inquiet de mes décisions récentes. Élise acquiesça, compréhensive, mais Mathieu pouvait voir la préoccupation dans ses yeux. C'est la première épreuve, dit-elle doucement. Le premier test pour voir si ce que nous avons découvert ici peut survivre dans le monde réel. Ce ne sera pas facile, admit Mathieu. Ils s'attendent à ce que je redevienne celui que j'étais, le dirigeant implacable qui plaçait le profit au-dessus de toute autre considération. Et que voulez-vous être ? Demanda Élise, se levant pour se tenir face à lui. Mathieu regarda profondément dans ses yeux verts, ressentant une clarté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Je veux être quelqu'un qui puisse se regarder dans le miroir chaque matin et reconnaître son reflet. Quelqu'un qui honore la mémoire de ce garçon à l'écharpe bleue turquoise. Quelqu'un qui mérite, il hésita brièvement, qui mérite d'être à vos côtés. Élise sourit, touchée par la sincérité dans sa voix. Alors, emportez ceci avec vous, dit-elle, détachant le ruban de sa cheville et le lui tendant. Comme un rappel de ce qui importe vraiment, quand les pressions deviendront intenses. Mathieu regarda le ruban, surpris. Mais c'est votre promesse, votre symbole. Et maintenant, c'est aussi le vôtre, répondit Élise. Parce que nos promesses, d'une certaine façon, sont devenues entrelacées. Votre lutte pour redécouvrir votre authenticité et la mienne pour préserver la mienne, ce sont deux faces de la même pièce. Mathieu accepta le ruban avec révérence, sentant le poids symbolique de ce geste simple, tandis qu'il le gardait soigneusement dans la poche de sa chemise, près du cœur. Il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Les paroles de Marcel Vidal résonnaient dans son esprit. Combien de temps avant qu'il ne se lasse de cette idylle et ne retourne au monde réel? Combien de temps avant qu'Élise ne réalise que sa précieuse authenticité avait un prix que peu étaient prêts à payer? La réponse, réalisa-t-il, ne résidait pas dans le temps, mais dans la force de ses convictions et dans le courage de défendre ce qui importait vraiment, même quand le chemin deviendrait difficile. Surtout, quand le chemin deviendrait difficile. Paris pulsait avec son énergie chaotique habituelle. Du haut de son appartement sur l'avenue Montaigne, Mathieu observait le mouvement sur les Champs-Élysées, si différent de la tranquillité de Saint-Florent. Il était de retour depuis exactement une semaine, et chaque jour semblait l'éloigner davantage de cette période presque onirique qu'il avait vécue dans la ville historique. La réunion avec le conseil avait été tendue, comme prévu. Pierre Moreau, l'investisseur mécontent, n'avait pas caché son mécontentement face au changement dans le projet de Saint-Florent. La durabilité et la responsabilité sociale sont excellentes pour les relations publiques, Mathieu, avait-il dit avec ce ton condescendant qu'il réservait à ceux qu'il considérait comme naïfs. Mais nos actionnaires attendent des résultats concrets, pas de beaux discours sur la préservation de la culture locale. Mathieu avait défendu sa vision avec une conviction qui avait surpris tout le monde, y compris lui-même. Il avait présenté des données montrant comment les entreprises écologiquement responsables devenaient plus rentables à long terme, comment le profil du touriste à haut pouvoir d'achat changeait, valorisant les expériences authentiques au lieu du luxe standardisé. À la fin, il avait obtenu un compromis. Il aurait 6 mois pour prouver que le nouveau concept était viable. S'il ne présentait pas de résultats convaincants dans ce délai, il reviendrait au projet original de la station balnéaire conventionnelle. C'était une victoire partielle, mais Mathieu savait que la bataille réelle serait beaucoup plus longue. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet, mais d'une vision d'affaires et plus profondément, d'une vision de vie. Son téléphone vibra sur la table basse. C'était un message d'Élise, avec une photo jointe. Son tableau le plus récent, une composition impressionnante représentant la plage du sommeil sous le clair de lune. Exactement comme la nuit où ils avaient dansé ensemble et où le ruban s'était détaché. Pour que vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment, quand le monde essaiera de vous faire oublier, disait le message. Mathieu sourit, ressentant une vague de nostalgie. Il ne s'était pas vu depuis son départ pour Paris. Élise arriverait le lendemain pour la réunion au musée d'art contemporain et il comptait les heures jusqu'à leur retrouvaille. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était Sophie, son ex-fiancée, avec qui il maintenait une relation cordiale depuis la fin de leur relation 2 ans auparavant. Grande, élégante, avec les cheveux blonds impeccablement coiffés,
Elle était la personnification même du monde social auquel Mathieu appartenait, ou avait l'habitude d'appartenir. « Sophie, que fais-tu ici » demanda-t-il, surpris par cette visite inattendue. « J'ai su que tu étais revenue à Paris et j'ai décidé de passer voir comment tu allais, » répondit-elle, entrant sans cérémonie et observant l'appartement d'un œil critique. « Tu sembles différent, plus mince. Et qu'est-il arrivé à ta barbe ?» Mathieu passa la main sur son visage, maintenant avec une barbe courte et bien entretenue, différente de l'aspect toujours impeccablement rasé qu'il avait maintenu pendant des années. « J'ai décidé de changer un peu. J'ai entendu des rumeurs intéressantes, » continua Sophie, se servant un verre de vin sans attendre d'invitation. « On dit que tu es complètement amoureux d'une artiste de Saint-Florent, une jeune femme, comment dire, particulière. » Le ton condescendant irrita Mathieu plus qu'il ne l'avait prévu. « Ton point est aucun, » répondit-elle avec un haussement d'épaules étudiément désinvolte. « Simple curiosité. Après tout, ce n'est pas tous les jours que Mathieu Lefebvre annule des réunions importantes et restructure des projets millionnaires à cause d'une femme. »« Ce n'est pas à cause d'une femme, » corrigea Mathieu, gardant son calme. « C'est à cause d'une vision différente des affaires, plus alignée avec des valeurs qui ont toujours été importantes pour moi, mais que j'avais mises de côté. » Sophie rit, un son mélodieux, mais sans réelle joie. « S'il te plaît, Mathieu, nous nous connaissons depuis des années. Cette conversation sur les valeurs ne te ressemble pas. Tu as toujours été pragmatique, objectif, concentré sur les résultats. C'est pour cela que tu es arrivé où tu es. » Ces paroles atteignirent à Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac, non parce qu'elles étaient cruelles, mais parce qu'elles reflétaient exactement comment il s'était permis d'être vu et comment il s'était vu pendant si longtemps. « Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connue, Sophie, » répondit-il doucement. Quelque chose dans son ton fit Sophie s'arrêter, l'étudiant avec un regard neuf. « Tu es vraiment différent, c'est plus que la barbe ou le bronzage. Il y a quelque chose dans tes yeux. De la clarté peut-être » suggéra Mathieu. « Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je vois les choses comme elles sont vraiment, sans les filtres, que j'ai moi-même créés. » Sophie posa son verre sur la table, soudainement sérieuse. « Écoute Mathieu, je ne suis pas venu ici pour juger tes choix. Je suis venu parce que je m'inquiète pour toi. Tes amis s'inquiètent. Henri m'a appelé, Pierre Moreau aussi. Ils pensent que tu traverses une sorte de crise de la quarantaine. » « J'ai 35 ans, Sophie. Un peu tôt pour une crise de la quarantaine, tu ne crois pas ? » « Tu sais ce que je veux dire, » insista-t-elle. « Soudainement, tu abandonnes tes engagements, tu t'isoles dans une petite ville, tu tombes amoureux d'une femme qui est complètement différente de tout ce que tu as toujours valorisé. Tu commences à parler d'authenticité et de but. Que devrions-nous penser ?» Mathieu marcha jusqu'à la fenêtre, observant le soleil qui commençait à se coucher sur la ville. Le ruban bleu turquoise qu'Élise lui avait donné était dans sa poche, comme il l'avait été tous les jours depuis qu'il avait quitté Saint-Florent. Il le toucha légèrement à travers le tissu, cherchant la clarté qu'il ressentait toujours quand il pensait à elle. « Vous devriez penser, » répondit-il finalement, « que peut-être j'ai trouvé quelque chose qui me manquait. Quelque chose qu'aucune acquisition millionnaire ou titre de PDG n'a jamais comblé. »« Et cet artiste de Saint-Florent l'a comblé ?» demanda Sophie, avec un mélange d'incrédulité et quelque chose qui sonnait presque comme de l'envie. « Élise » corrigea Mathieu. « Son nom est Élise. Et non, ce n'est pas elle qui a comblé le vide. Elle m'a juste aidé à le voir, à reconnaître qu'il manquait quelque chose et à trouver le courage de chercher ce qui importe vraiment. » Un silence pesant tomba sur l'appartement. Sophie semblait réellement perplexe, comme si elle se trouvait devant un étranger utilisant le visage de quelqu'un qu'elle connaissait bien. « Elle vient à Paris demain, » continua Mathieu, « pour une réunion au MAC. Pourquoi ne dînes-tu pas avec nous? Tu pourrais la rencontrer et voir par toi-même qui elle est. » « Un dîner avec toi et ta nouvelle petite amie ?» Sophie rit, retrouvant son air sophistiqué. « Ce serait intéressant. »« Elle n'est pas ma petite amie, » clarifia Mathieu. « C'est compliqué. »« Compliqué, toi ?» Sophie secoua la tête, incrédule. L'homme qui a toujours tout sous contrôle, qui planifiait chaque étape de sa vie avec une précision militaire. Maintenant, tu es dans une relation compliquée, avec une artiste de petite ville. La vie est compliquée, Sophie. Peut-être que j'ai juste fait semblant d'avoir tout sous contrôle pendant trop longtemps. Sophie l'étudia longuement avant d'acquiescer lentement. D'accord, dîner demain.
Je suis curieuse de rencontrer la femme qui a réussi ce que je n'ai jamais réussi. Faire en sorte que Mathieu Lefebvre remette en question ses certitudes. Après le départ de Sophie, Mathieu resta sur le balcon de son appartement, observant les lumières de la ville qui s'allumaient à mesure que la nuit tombait. Son téléphone sonna. C'était Henri. À nouveau, probablement avec une autre crise à résoudre. Il hésita avant de répondre, sentant le poids de ses responsabilités contraster douloureusement avec la légèreté qu'il avait expérimentée à Saint-Florent. La réunion du lendemain, au MAC, se déroula mieux qu'Élise ne l'espérait. Les conservateurs avaient été réceptifs et enthousiastes à propos de son travail, confirmant sa participation à l'exposition collective et suggérant même la possibilité d'une exposition individuelle à l'avenir. Mathieu l'attendait à la sortie du musée, adossé à sa voiture. Non pas la Porsche sportive qu'il utilisait habituellement, mais un modèle plus discret. En le voyant, le cœur d'Élise s'accéléra. Même dans son environnement, vêtu d'un costume élégant qui l'identifiait clairement comme faisant partie de l'élite parisienne, il y avait quelque chose de différent en lui. Une authenticité qui brillait à travers la façade d'homme, d'affaires. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, l'embrassant légèrement sur la joue. « Mieux que je ne l'imaginais, » répondit Élise, souriant. « Ils ont vraiment aimé mon travail, Mathieu, pas seulement comme une curiosité exotique, d'une artiste de province, mais pour sa valeur artistique. Bien sûr qu'ils l'ont aimé, dit-il fier. Ton travail est extraordinaire, Élise. Il a une vérité qu'il est impossible d'ignorer. » Il ouvrit la portière de la voiture pour elle, un geste galant qui la fit sourire. Tandis qu'il roulait, dans les rues animées de Paris, Élise observait la ville avec fascination. Elle y était déjà venue quelques fois, mais s'était toujours sentie étrangère, déplacée. Cette fois, avec Mathieu à ses côtés, c'était différent, comme si elle avait un guide pour la traduire dans ce monde si éloigné du sien. « J'ai changé nos plans pour ce soir », commenta Mathieu, un peu hésitant. « J'espère que ça ne te dérange pas. »« Quel plan ?» demanda Élise, curieuse. « Eh bien, j'avais initialement pensé t'emmener au rivage, comme je l'avais mentionné, mais j'ai fini par inviter quelqu'un à dîner avec nous, quelqu'un qui est important pour moi. » Élise sentit une pointe d'appréhension. « Qui ?» ?»« Sophie, mon ex-fiancée. » Le silence qui suivit était presque palpable. Élise regarda par la fenêtre, assimilant l'information. Elle ne savait pas grand-chose des relations passées de Mathieu. Ils avaient de plus parlé d'idées et de sentiments que de détails pratiques de leur vie. « Pourquoi l'as-tu invité ?» demanda-t-elle finalement, gardant la voix neutre. Mathieu soupira, ralentissant en s'arrêtant à un feu rouge. « Elle est apparue hier dans mon appartement. Inquiète, selon elle. Apparemment, mes amis et collègues pensent que je traverse une sorte d'effondrement, que je change trop rapidement. Et tu veux prouver que ce n'est pas le cas ?» La question sortit plus acérée qu'Élise ne l'avait voulu. « Non, » répondit Mathieu, la regardant directement. « Je veux que tous voient ce que je vois en toi. Pas seulement une artiste talentueuse d'une petite ville, mais quelqu'un qui m'a fait me rappeler de ce qui compte vraiment. » La sincérité dans sa voix dissipa une partie de la tension qu'Élise ressentait. Pourtant, l'idée de dîner avec l'ex-fiancée de Mathieu, probablement une femme sophistiquée et parfaitement à l'aise dans ce monde de luxe, la mettait mal à l'aise. « Nous n'avons pas à faire ça », offrit Mathieu, percevant son hésitation. « Je peux l'appeler et annuler. » Élise respira profondément, touchant instinctivement la cheville où le ruban se trouvait normalement. Depuis qu'elle l'avait donné à Mathieu, elle ressentait son absence comme un rappel constant de la connexion qu'ils avaient alors formée. « Non », décida-t-elle finalement, « dînons avec elle. Après tout, si nous essayons de découvrir si ce que nous avons peut exister dans le monde réel, nous devons affronter des situations comme celle-ci. » Mathieu sourit, soulagé et fier de son courage. « Merci, et ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras bien, sois juste toi-même. »« Je le suis toujours, » répondit Élise avec un petit sourire. « C'est la seule personne que je sais être. » Il est tard. Rivage était exactement comme Élise l'avait imaginé, élégant, exclusif, avec une vue imprenable sur la Seine. Tandis que le maître d'hôtel les conduisait à leur table, elle sentait des regards curieux des autres clients. Elle portait une robe simple en lin vert émeraude que Claire l'avait aidée à choisir avant de voyager et avait attaché ses cheveux en un chignon décontracté. Sans maquillage, à part un léger rouge à lèvres,
sans bijoux, à part de petites boucles d'oreilles en argent artisanal. Elle était l'antithèse des femmes sophistiquées qui occupaient les autres tables. Sophie les attendait déjà, éblouissante dans une robe noire qui avait certainement coûté plus qu'Élise ne gagnait en plusieurs mois. En les voyant, elle se leva gracieusement, affichant un sourire parfait. « Mathieu, mon cher », salua-t-elle, l'embrassant sur la joue avant de se tourner vers Élise avec un regard évaluateur. « Et vous devez être Élise. Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. »« J'en doute fort, » répondit Élise avec un sourire sincère, tendant la main, considérant qu'il n'a su que nous dînerions ensemble qu'il y a quelques heures. Un éclair de surprise passa dans les yeux de Sophie, rapidement remplacé par de l'amusement. Direct et honnête, rafraîchissant. Les trois s'assirent et Mathieu commanda une bouteille de vin. La conversation initiale fut légère. Commentaires sur le temps, sur la vue, sur la réputation du restaurant. Élise percevait les regards occasionnels de Sophie, l'évaluant, cherchant à comprendre ce qu'il y avait en elle qui avait capturé l'attention de Mathieu si complètement. « Alors, Élise, » commença Sophie, après que le sommelier eut servi le vin. « Mathieu m'a dit que vous êtes artiste. Quel genre d'art faites-vous ?»« De la peinture, principalement, » répondit Élise. « Des portraits et des paysages de Saint-Florent, mais pas dans le sens touristique traditionnel. J'essaie de capturer l'essence du lieu, les histoires des personnes qui font vraiment de la ville ce qu'elle est. »« Fascinant », commenta Sophie, sur un ton qui ne permettait pas de savoir si elle était sincère ou condescendante. « Et vous avez toujours su que vous vouliez être artiste ?»« Depuis l'enfance, ma grand-mère, qui m'a élevé, a toujours encouragé mon talent. Elle disait que l'art n'est pas seulement créer de la beauté, mais dire des vérités qui parfois ne peuvent pas être exprimées avec des mots. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage, » observa Sophie, regardant rapidement Mathieu. « Mathieu m'a parlé d'une promesse que vous lui avez faite. Quelque chose à propos de rester pur. » Élise sentit son visage chauffer, non par embarras, mais par indignation face à la façon dont le sujet avait été abordé. Mathieu bougea inconfortablement sur sa chaise. « Sophie, c'est personnel. »« Ce n'est rien, » interrompit Élise calmement. « Je n'ai pas honte de ma promesse. Oui, j'ai promis à ma grand-mère que je préserverais mon essence, que je ne permettrais pas au monde de me corrompre. Une partie de cela inclut une décision personnelle sur l'intimité physique, mais la signification est beaucoup plus large. Il s'agit d'authenticité, de rester fidèle à qui je suis vraiment. » Sophie prit une gorgée de vin, étudiant Élise, par-dessus le bord de son verre. « Et vous pensez que c'est possible dans le monde d'aujourd'hui, rester intact dans tous les sens ? Ce n'est pas facile, » admit Élise. « Mais je crois que les choses les plus précieuses sont rarement faciles à préserver. »« Intéressant, » murmura Sophie, se tournant vers Mathieu. « Et toi, qui as toujours été si pragmatique, si concentré sur des résultats concrets, tu as trouvé de la valeur dans cette vision presque mystique de la vie ?» Mathieu, qui observait l'échange avec une attention croissante, se pencha légèrement en avant. « Ce que j'ai trouvé, Sophie, c'est un rappel de quelque chose que je savais quand j'étais enfant, mais que j'avais oublié en chemin. Qu'il y a des choses plus importantes que les bilans trimestriels et les valorisations boursières. »« Comme quoi ?» défia Sophie. « Comme l'intégrité, comme faire une vraie différence dans le monde, pas seulement accumuler des zéros sur le compte. » Banker. Comme se réveiller le matin et reconnaître dans le miroir la personne qu'on a choisi d'être, pas celle que le monde a façonnée. Un silence tomba sur la table. Sophie semblait sincèrement surprise par la véhémence dans la voix de Mathieu. « Et bien, dit-elle finalement, cet artiste de Saint-Florent a vraiment eu un effet profond sur toi. »« Ce n'est pas moi qui transforme Mathieu, » intervint Élise gentiment. « Il redécouvre qui il a toujours été sous les couches que le monde lui a imposées. » Le serveur s'approcha pour prendre les commandes, offrant une pause dans la conversation de plus en plus tendue. Tandis qu'ils examinaient le menu, Élise ne put s'empêcher de remarquer les prix exorbitants. Un seul plat coûtait plus qu'elle ne dépensait en une semaine pour se nourrir. « Je recommande le poisson, » commenta Mathieu, percevant son hésitation. « C'est la spécialité de la maison. » Le dîner se poursuivit avec des conversations plus légères, bien qu'Élise sentit constamment le regard évaluateur de Sophie sur elle. L'ex-fiancée de Mathieu était indubitablement intelligente et éloquente.
avec des références culturelles sophistiquées et des histoires de voyage dans des endroits exotiques qu'Élise avait seulement rêvé de connaître. Pendant le dessert, le téléphone de Mathieu sonna. Il consulta l'écran et son visage se ferma dans une expression préoccupée. « Je dois répondre », s'excusa-t-il. « C'est Pierre Moreau. Ça doit être à propos du projet de Saint-Florent. » Tandis que Mathieu s'éloignait pour répondre à l'appel, Sophie se pencha sur la table, soudainement sérieuse. « Maintenant que nous sommes seuls, Élise, puis-je être directe ?»« Je vous en prie, » répondit Élise, également sérieuse. « Je connais Mathieu depuis plus de 10 ans. Nous avons été fiancés pendant 2 ans. C'est un homme extraordinaire, brillant, déterminé, visionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui se définit par le succès, par le contrôle, par la capacité à façonner le monde selon sa vision. Peut-être est-ce cela qui est en train de changer, suggéra Élise. Des gens comme Mathieu ne changent pas, affirma Sophie, avec la conviction de quelqu'un qui connaît bien le sujet. Ils peuvent avoir des déviations temporaires, des moments de questionnement. Mais à la fin, ils reviennent toujours à qui ils sont vraiment. Et qui pensez-vous que Mathieu est vraiment? Un homme pour qui le succès est la mesure finale. De la valeur. Un homme qui a construit son identité autour de conquêtes, pas de sentiments. Un homme qui peut être temporairement fasciné par votre authenticité et votre simplicité, Élise, mais qui finira par manquer de son monde, du défi, de l'adrénaline, du pouvoir. Élise écouta en silence, sentant le poids de ses paroles. C'étaient les mêmes craintes qui l'assaillaient occasionnellement lors des nuits d'insomnie à Saint-Florent, tandis qu'elle se demandait si ce qu'elle vivait avec Mathieu pourrait vraiment durer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. « Jalousie ?» Sophie rit, un son véritablement amusé. « Non, ma chère, Mathieu et moi avons rompu il y a longtemps, et pour de bonnes raisons. Je vous dis cela parce que, étonnamment, je vous apprécie. Il y a une honnêteté rafraîchissante dans votre façon d'être, et je détesterais penser que vous allez souffrir quand cette idylle prendra fin. » « Et si elle ne prend pas fin ?» défia Élise. « Et si ce que Mathieu découvre maintenant n'est pas une déviation temporaire, mais un retour à qui il est vraiment, sous toutes les attentes et conditionnements ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Mathieu revint à la table, visiblement tendu. « Tout va bien ?» demanda Élise préoccupée. « Pierre est inflexible, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Il menace de retirer tous ses investissements si nous ne revenons pas au projet original. Et ce n'est pas tout. Il parle avec d'autres investisseurs, créant une sorte de révolte au sein du conseil. Que vas-tu faire ?» demanda Sophie, toute la provocation antérieure remplacée par une préoccupation sincère. Mathieu regarda Élise et quelque chose dans ses yeux l'alarma. Il y avait du doute là, une hésitation qui n'était pas présente auparavant. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je dois réfléchir. Il y a beaucoup en jeu, pas seulement le projet de Saint-Florent, mais potentiellement le contrôle de l'entreprise que j'ai construite ces 15 dernières années. » Un silence pesant tomba sur la table. Élise sentit un nœud se former dans sa gorge, tandis que les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit. « Des gens comme Mathieu ne changent pas. Ils reviennent toujours à qui ils sont vraiment. »« Je pense qu'il est temps de partir, » dit finalement Mathieu, faisant signe au serveur d'apporter l'addition. Sur le chemin du retour à l'hôtel où Élise était logée, le silence dans la voiture était presque tangible. Mathieu conduisait concentré, clairement perdu dans des pensées sur la situation avec les investisseurs. Élise regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville, se sentant soudainement très loin de chez elle. « À quoi penses-tu » demanda finalement Mathieu, se garant devant l'hôtel. Élise se tourna vers lui, optant pour l'honnêteté qui avait toujours guidé sa vie. « Je pense à ce que Sophie m'a dit pendant que tu répondais au téléphone, que des personnes comme toi ne changent pas vraiment, qu'elles ont juste des déviations temporaires. » Mathieu ferma les yeux un moment, comme si ses paroles l'avaient atteint physiquement. « Et tu crois cela ?»« Je ne sais pas, » confessa Élise. « Ce que je sais, c'est que l'homme que j'ai connu à Saint-Florent, qui a dansé avec moi à la plage, du sommeil, qui a tremblé en voyant mon ruban enroulé autour de sa jambe, cet homme semblait authentique, semblait quelqu'un redécouvrant une vérité longtemps oubliée. « Je suis authentique, » affirma Mathieu,
avec une intensité qui l'a surpris. Mais je suis aussi responsable d'une entreprise avec des milliers d'employés, de décisions qui affectent de nombreuses vies. Je ne peux pas simplement ignorer cela. Personne ne te demande de l'ignorer, répondit Élise doucement. Seulement de trouver une façon de concilier tes responsabilités. Avec tes vraies valeurs, pas avec celles que le monde t'a imposées. Mathieu sortit de sa poche le ruban bleu turquoise qu'elle lui avait donné, le tenant entre ses doigts comme un talisman. Je l'ai porté avec moi tous les jours, comme un rappel, mais parfois quand je suis en réunion avec le conseil ou avec des investisseurs, j'ai l'impression qu'ils appartiennent à des mondes différents, inconciliables. Peut-être que le défi n'est pas de choisir entre ces mondes, suggéra Élise, couvrant sa main avec la sienne. Peut-être est-ce d'en créer un nouveau, qui incorpore le meilleur des deux. Mathieu la regarda avec un mélange d'admiration et de doute. Et si je ne suis pas assez fort, et si Sophie a raison, et que je finis par redevenir l'homme que j'ai toujours été? Alors nous aurons vécu quelque chose de vrai pendant un temps, répondit Élise, répétant les mots qu'elle avait prononcés dans l'atelier. Et c'est déjà plus que beaucoup n'expérimentent dans toute une vie. La réponse sembla le déstabiliser encore plus. Je ne veux pas seulement quelque chose de vrai pendant un temps, Élise. Je veux... Il hésita, comme s'il craignait de nommer ce qu'il désirait vraiment. « Que veux-tu, Mathieu ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux croire que je peux être meilleur que je ne l'ai été, que je peux honorer le garçon à l'écharpe bleue turquoise et encore réussir, que je peux construire quelque chose de significatif avec toi, quelque chose qui transcende nos mondes si différents. » Élise sentit des larmes se former dans ses yeux, non de tristesse, mais d'une émotion profonde qu'elle ne pouvait pas complètement nommer. « Alors prouve-le » défia-t-elle doucement. « Pas à moi, mais à toi-même. Montre que Sophie a tort, que tu peux changer, ou plutôt que tu peux redevenir qui tu es vraiment, sous toutes les couches. » Mathieu serra sa main fortement, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître à tout moment. « Comment ? En affrontant tes insécurités ? De face. En confrontant les fantômes qui t'ont fait abandonner l'écharpe dans la boue, en te rappelant ce qui importe vraiment quand les pressions deviendront intenses. » Un silence s'établit entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de possibilités et de décisions en suspens. Mathieu se pencha, touchant son front au sien, dans un geste d'intimité qui transcendait le physique. « Je reviendrai à Saint-Florent ce week-end, promit-il, après avoir résolu cette situation avec Pierre et le conseil, et alors nous continuerons cette conversation. »« Je t'attendrai, » répondit Élise, s'éloignant lentement, avec ou sans le ruban à la cheville. Tandis qu'elle observait la voiture de Mathieu s'éloigner, Élise ne put s'empêcher de se demander si cette promesse serait tenue ou si les paroles de Sophie se révéleraient prophétiques. Le monde de Mathieu le tirait en arrière avec force, exigeant qu'il choisisse entre le chemin sûr et connu du succès conventionnel et le voyage incertain de redécouverte qu'ils avaient commencé ensemble à Saint-Florent. La réponse ne